François Bon, 1925-2025, une année avec Howard Phillips Lovecraft, un défi, ça, est-ce que cette énergie là qu'on doit mettre tous ensemble pour les déchiffrer jour après jour sur toute son année 1925 à 100 ans exactement, bah ouais, c'est ça qui donne la pêche et qui donne l'élan jusqu'au 5 janvier 1926. Oh, encore tous ces mois à tenir où il repartira à Providence. Des petites notes, est-ce qu'elles nous donnent suffisamment de bifurcation, de noms, d'éléments, de points de réflexion? C'est comme se jeter un petit peu dans le vide tous les jours au moment de concevoir, là, partir de ce petit déchiffrage et savoir ce qu'on va retrouver, nous. Retrouver, oui, mais apprendre. Oh là là, on n'est pas dans de la reconstitution historique, on n'est pas non plus dans des choses béates, ouais, mais voilà, on a un type, un jeune type, ouais, mais pourtant quand il parle de lui, il parle « Oh, le vieux gentleman, oh, Grandpa Theobald », mais ce type de 34 ans, même s'il n'a que 11 ans encore à vivre après son retour à Providence, c'est le cancer de l'intestin grêle qui l'emportera et qui bien sûr n'est pas sans lien avec ces conditions miséreuses de vie précaire, de se nourrir n'importe comment, ce qui rajoute nous à la douleur, oui, et puis ce qui déplace les équilibres. Lovecraft, grand auteur qui bouleverse le fantastique, et puis pourtant, dans cette année New York, qui nourrit ce grand élan qui sera celui des fictions qui vont venir dans les 10 ans à suivre, on le voit qui prépare d'autres directions, par exemple celle d'écrire des guides de voyage, des choses sur l'architecture coloniale et de la critique sur les auteurs, un écrivain dans le plein sens du terme, et peut-être que justement aujourd'hui et demain, où on va le voir s'atteler un travail bien spécifique, et cette année là où tous les ans l'association des journalistes amateurs et sa publication principale chaque année, le United Amateurs, un mouvement auquel il appartient lui depuis plus de 15 ans, il va dire aujourd'hui quelque chose qui m'a offert la vie. J'ai offert un peu à ce mouvement, mais ce mouvement lui m'a offert la vie, et on voit quelqu'un qui est totalement impliqué dans la question de publication, de typographie, de rédaction, de scénographie d'un journal, et rien de tout cela dans ce qui le mène de ses 20 ans à ses 34 ans n'est indépendant. Ce socle d'où vont surgir quoi? Ces fictions qui, elles, participent de tant de mystères et d'inconnus. Il ne s'agit pas ni de les contextualiser, ni d'en affaiblir la portée ou l'énigme. Qu'est-ce qui fait que la littérature se saisit de vous et s'emporte elle-même un peu plus loin à travers vous? C'est ce qu'on va tout de suite voir. Ordi, on est samedi, nous, dimanche pour eux, toujours une journée de décalage, vous le savez, puisque je le rappelle à chaque fois, donc dans notre petit calepin de 1925, on ouvre une nouvelle page. Il a tourné la page et waouh, c'est ça qui donne aussi un petit peu le moral. Ben ouais, on y arrivera, non? À aller jusqu'au bout de ce voyage. Le dimanche 7 juin, voilà, on a 4 lignes. Donc, des fois, vous voyez, là, si on regarde, par exemple, si on se projette dans une semaine, le 16 juin, ou le 18 juin, ou même là, cette semaine, à la fin, le 12, c'est beaucoup plus serré, beaucoup plus compliqué, mais quelquefois, c'est pas parce qu'on a moins de choses là qu'on ne trouve pas là de quoi, au contraire, mettre les mains là dans cette matière et alors Happy Early, lever de bonne heure. Alors pour Lovecraft, le bonheur ça va être 10h ou 11h, et tout de suite Work on You Hey. Je travaille sur le United Amateur. Read. Il se repose en lisant. Oui, mais
Vous avez vu comme Lovecraft insiste toujours sur cette interrelation de la lecture et de l'écriture, sur le danger aussi de se laisser aller à des lectures trop faciles. Oh là là, tous les gens qui lisent du Lovecraft comme on lit de la BD ou tout. Non, 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 c'est un travail la lecture et puis on se remet ensuite. Work on UA again, donc toujours ce UA, et oui, que demain on aura encore Happy Early, Work on UA, et on aura aussi Write Letters, probablement là encore tout ce travail de préparation pour l'assemblée générale de leur association qui sera quand? Qui sera dans un mois, début juillet, et il y aura le bureau à réélire. La présidente cette année, c'est toujours des présidences tournantes. Lovecraft lui-même l'a été en 1923, son ami Galpin l'avait été en 1921, et là Sonia, avec ses problèmes de santé, globalement elle reste à l'écart, mais c'est lui qui, en tant que rédacteur en chef de la publication United Amateurs et directeur éditorial de l'association, se tape le travail. Et donc cette assemblée générale, non seulement il faudra la préparer, être sûr qu'il y aura bien les bons délégués qui viendront, là, comme ça, de Washington, Madame Rancho, du Mississippi, alors ceux qui sont plus loin, au Texas ou en Californie, Clark Ashton Smith, moi je crois pas que lui soit dans cette mouvance-là, mais ses amis comme Maurice Moore dans le Wisconsin, bien sûr c'est trop loin, mais il faut avoir leur procuration, et puis que tout ce monde-là soit représenté dans le bureau. Donc c'est lui aussi qui va discuter pour qu'on ait des candidatures. Et puis, indépendamment là de ce bilan d'activité qu'il va falloir présenter, des bilans financiers avec des comptes en ordre, tout ça c'est un travail énorme. Et par contre, travailler sur l'association et travailler sur le United Amateur, c'est deux choses différentes. On l'a vu que ces derniers jours, il travaillait sur John Rayner Bullen, cet auteur né en Angleterre, mais qui vivait... Alors moi j'avais dit Toronto parce que j'avais l'Ontario, non, merci encore Lucie B. Je dis B parce que là, ici, on parle un petit peu anglais, mais non, c'est B, la québécoise, là, de l'équipe de recherche, années 50, dans les recherches qu'elle mène au jour le jour. Non, il vit dans un tout petit bled qui s'appelle... Non, il vit dans un tout petit patelin qui s'appelle Petrolia. Petrolia, c'est au milieu du comté de Lambton. Lambton, c'est sur un des lacs, là, on a Toronto de ce côté-là. Le lac descend jusqu'à Detroit. Et là, juste au bord de la frontière US-Canada, c'est là que vit John Bullen, quelqu'un qui est de santé fragile et qui décédera à l'âge de 41 ans. Et l'étude que rédige sur lui Lovecraft, là, il y a consacré 3 jours. C'est déjà pour le United Amateur de septembre. Avec l'autre paradoxe, c'est qu'il reprendra ce texte dans une préface au livre posthume de Bullen qui s'appelle White Fire, Feu blanc. Et cette préface, il la remaniera, en tout cas, il remaniera la fin parce que on l'écrit maintenant, non plus à l'adresse d'un vivant, mais en hommage à un mort. Donc il y a plusieurs jours que Lovecraft est dans ce travail pour le United Amateur, et vous savez que dans cette collection Hippocampus Press qui rassemble plus le CD-ROM qu'un outil fabuleux, l'ensemble des textes non-fiction écrits par Howard Phillips Lovecraft, et ça, volume 2, Literary Criticism, vous voyez l'épaisseur, c'est 2 fois moins que le volume 1 qui lui est consacré uniquement à ce qu'il a publié dans le United Amateur et puis avant un autre journal du même ordre qui s'appelle The Conservative. Hop là, je vous le montre. J'aime pas trop les couves de Hippocampus parce que justement un homme contemporain aussi impliqué dans le contemporain qu'est Howard Phillips Lovecraft là dans ce mouvement associatif, non, c'est pas quelqu'un là du 18e, sa langue est du 18e, mais lui c'est pas ça.
C'est pas grave. Merci Derek Hussey de nous fournir ces documents. Et ce qu'on découvre, c'est que dans le United Amateur, bien sûr, il y a les écrits obligés, les écrits, le mot du président, l'éditorial. Mais il y a aussi un article tous les ans qui est que deviennent nos membres. Et là, aujourd'hui, on va avoir ça. Alors, est-ce qu'il l'ébauche dès maintenant? Parce que il dit, ouais, Madame Sonia Hafiken-Green Lovecraft, qui est revenue enfin de Saratoga avec une santé bien améliorée. Elle vient de revenir à New York, donc ce texte paraîtra dans le United Amateur, mais actualisé en fonction de ce qu'il en sera fin juin, ou en tout cas au moment où on l'envoie à l'imprimerie. Mais probablement, ce sont des textes qui sont déjà ébauchés, déjà organisés, parce que les membres, puisque cet article, que deviennent les adhérents, ou les responsables en tout cas, de l'association? Ben, ça se fait pas en un jour. Qu'est-ce qu'il publie aussi? Ben, ça part à lui. Alors au début, il appelle ça le bureau des critiques. Et ensuite, ce sera service de la critique publique. Et là, comme ça, avec ce département-là de la critique publique, c'est une instance qui est aussi polémique, c'est-à-dire s'en prendre aux publications. Et Lovecraft dit aussi dans une autre, dans d'autres endroits, le United Amateurs qui s'est révélé toujours, qui a toujours tenu à honneur de promouvoir des lectures. Et donc, inciter à reprendre, à relire, à revisiter. Et ça aussi pour lui, c'est ce glissement des écrits d'abord scientifiques ou philosophiques vers là l'univers de la critique littéraire. C'est ultra important, en accompagnement des fictions qu'il publie là. Il y a aussi un registre qui est totalement polémique. C'est ça, The Vivisector. Moi, je vais vous disséquer les choses pas bien du monde de la littérature. C'est tout ça, l'ensemble de ces articles. Among the Amateurs, c'est-à-dire parmi les membres, qu'est-ce qui a été publié, qu'est-ce qui a été fait, les voyages qu'on a fait, et des comptes rendus, évidemment, de livres et de lectures, le message du président. Alors, dans ce monde-là, évidemment, je peux pas dire que c'est des choses qu'on peut lire avec passion, je sais pas. Je croyais connaître à peu près l'univers Lovecraftien. Globalement, c'est la masse de textes que j'ai le moins fréquenté. Et pourtant, hein, justement parce que Work on UA, c'est ça aussi, pour moi, la dette à ce projet qu'on est en train de mener. C'est parce qu'il y a des pistes qui nous viennent arbitrairement qu'on est forcé, nous, de revenir en arrière, ramer là, à contre-courant pour dire mais c'est quoi là, travailler sur le United Amateur? Ça consiste en quoi? Qu'est-ce qu'il doit faire? Alors, petit PDF, si vous voulez bien. J'ai pris 2 textes. Un qui est de janvier 1921, dans un moment où c'est Alfred Galpin qui est président en titre, et Lovecraft est déjà rédacteur en chef. Et je vous ai dit, mais je le répète pour Lovecraft, d'ailleurs il en fait mention à l'âge de 7 ans, il a déjà écrit et publié, en le recopiant, en le diffusant, une histoire d'Ulysse, une révision de l'Odyssée à 7 ans. Donc Lovecraft a toujours considéré qu'on écrit en fonction du lieu où on publie et qu'en tout cas, on écrit pour insérer un texte là, dans son interaction avec qui le lit. Et ça, évidemment, c'est quelque chose d'extrêmement central. Par exemple, Edgar Poe, quand il commence à publier dans la presse, dans ce journal qui paraît tous les 15 jours, et qu'il écrit « La première traversée transatlantique en ballon ». C'est-à-dire faire croire qu'il s'agit d'un fait réel, et les gens y croient. Sauf que, précisément, parce que le pacte de lecture fait qu'on croit à ce texte,
À ce moment-là, on est embarqué dans la fiction et cet imaginaire où seul Edgar Poe peut témoigner qu'on a traversé l'Atlantique en ballon. Là, nous, on n'y est pas encore. Même Lindbergh, ce sera seulement dans 2 ans. Alors, dans ce texte de janvier 1921, il co-signe, le président, le rédac-chef, en gros, une histoire de protocole, de mode de conduite pour le United Amateurs, pour l'association. Et ça, c'est l'idéal d'une littérature pure, suprême et sans mélange. Alors attention, parce qu'aujourd'hui le mot suprême, suprématisme, etc., c'est pas ça. Mais l'absolu de la littérature, la quête d'une littérature pure, suprême, sans mélange. Quand on sait le racisme de Lovecraft et toutes les traces là qu'on n'a jamais contournées, attendez, depuis qu'on a commencé en janvier. Mais c'est ça aussi, ce travail qu'on doit faire. Que cet organe officiel représente ce qu'il y a de meilleur dans l'écriture amateur, conservateur mais représentatif, impartial dans toutes les controverses. Et encouragement à la discussion ouverte de toutes les questions concernant le public amateur, à l'exception des controverses politiques, qui doivent être évitées autant que possible. Attitude impartiale et réceptive à l'égard de toutes les questions et controverses littéraires. C'est des phrases nominales qui sont comment on doit se conduire pour que ce mouvement se développe. Encouragement à la publication individuelle, c'est-à-dire en dehors du mouvement, et collective, dans les organes du mouvement. Reconnaissance des magazines, renéotypés, c'est-à-dire que même les petites choses, puisque là le United Amateurs c'est évidemment imprimé, il y a les abonnements, oui, mais quand on fait des petites choses, même comme Lovecraft avec ce Providence, la United, Providence Amateur, quand c'est minuscule et qu'on le fait juste à quelques exemplaires, eh bien que ça vaille autant que le journal diffusé sur un pied d'égalité avec les magazines imprimés. Reconnaissance de la distinction essentielle entre la critique publique et la critique privée. Mais quand il passera dans le United de sa rubrique Bureau des critiques, service ou département de la critique publique, ce sera ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a les discussions, ce qu'on peut démolir ensemble, comme il démolit T.S. Eliot qu'il déteste, ou bien, mais quand on l'assume et qu'on publie, quelle responsabilité on prend. Ça va jusqu'aux choses très concrètes, regroupement des fonctions de secrétaire et trésorier en un seul poste nommé, regroupement des 2 bureaux de manuscrits en un seul, augmentation des frais d'adhésion à $1 et de cotisation annuelle à $2. Maintien d'un fonds spécial pour l'organe officiel, attitude amicale envers les autres associations sans prosélytisme ni autorisation de prosélytisme parmi nous. À lire une sorte de note officielle comme ça, en tenant compte de la proximité, y compris amicale, affective de Galpin et de Lovecraft, tout d'un coup, on comprend ce que c'est pour lui que cette implication. Et un autre texte, toujours dans ce volume, qui est là un mois plus tard, le 21 février 1921. Alors je l'ai transcrit, donc c'est un texte assez long, il fait 3 grosses pages là. Alors il y a quelque chose de même, j'allais dire, presque un peu comique, puisqu'il va se décrire comme une grosse patate. Je me suis lancé dans le journalisme amateur sur le tard, près de 24 ans. Je ne peux donc pas attribuer toute mon éducation à son influence. Ce retard n'était toutefois pas du tout de mon fait. Dès que j'ai entendu parler de l'existence du journalisme amateur, j'en suis devenu membre. Je regrette profondément de ne pas l'avoir découvert 17 ans plus tôt, lorsque, à l'âge de 7 ans, j'ai publié mon premier ouvrage littéraire immortel, Les aventures d'Ulysse ou La Nouvelle Odyssée. Après avoir rejoint la United Amateur Press Association, j'ai passé les premiers mois à essayer de découvrir ce qu'était exactement le journalisme amateur, ce qu'il n'était pas. Mes idées étaient plutôt vagues, je ne savais pas si c'était le plaisir ou la désillusion qui m'attendait. En fait, j'ai trouvé les deux, mais le plaisir l'emportait tellement que j'ai vite compris que j'étais un amateur invétéré. C'était en 1914. En 1921, je peux affirmer que mes sentiments sont restés inchangés.
Ce que j'ai fait pour le journalisme amateur est probablement très modeste. Je peux au moins affirmer que j'y ai mis tous mes efforts pour coopérer à une cause qui m'est extrêmement chère. En commençant à percevoir les différents éléments qui composent le monde associatif, j'ai constaté que, comme dans tous les domaines, l'hétérogénéité et les conflits étaient la règle. En essayant de juger impartialement, j'ai conclu qu'à cette époque particulière, c'était l'élément purement littéraire qui avait le plus besoin d'être soutenu. La politique, à mon humble avis, est un mal. Ce qu'il fallait encourager, c'était précisément l'objectif que les amateurs professaient comme suprême, aider les écrivains en herbe. Et c'est vrai que y a beaucoup même dans ces correspondants qui interviennent ou qui intervenaient dans le United Amateur pour comme vous voyez AOC ou Mediapart pour de la critique politique et plein respect. Mais Lovecraft va se faire même des ennemis, dira-t-il, y compris à Cleveland, parce qu'il sera celui qui, à mesure qu'il en prendra des responsabilités à Boston et au niveau national, privilégiera dans le United Amateur la question littéraire plutôt que toutes les questions sociales. L'occasion de faire quelque chose de concret se présenta plus tôt que j'avais prévu. À l'automne 1914, je fus nommé président du département de critique publique du United, ce qui me procura un moyen d'expression bimestriel, c'est-à-dire deux fois par an, et conféra une certaine autorité officielle à mes propos. Je me suis donc lancé dans une campagne visant à élever le niveau littéraire en démontrant d'une part, avec franchise et analyse, les grossièretés qui prévalaient, en proposant d'autre part, sans relâche, des suggestions d'amélioration. J'ai complètement abandonné la politique consistant à louer les articles et les textes grossiers pour des raisons obscures. Alors ça, bon, laissons-les régler leur compte. J'ai entrepris un travail assez important de critique privée et offert mes services à toute personne souhaitant réviser des manuscrits ou des articles de magazines. Travail qui lui sauvera la vie dans les années Providence. Cette offre a suscité de nombreuses réponses. Je me suis immédiatement retrouvé très occupé à reconstruire des textes en prose et en vers et à préparer des articles pour divers journaux amateurs. J'ai rencontré une certaine opposition, je me suis fait des ennemis, mais je pense que dans l'ensemble, j'ai peut-être fait quelque chose de bien. Le niveau de correction dans le United s'est rapidement amélioré. La plupart des écrivains et des rédacteurs que j'ai aidés ont rapidement commencé à faire eux-mêmes des efforts, de sorte que mon aide est devenue de moins en moins nécessaire. C'est sous ce rapport à la lecture en profondeur du terme amateur. Tiens, pensez pour un Bernard Stiegler, mais on peut plus discuter avec lui. Dans d'autres domaines, je crains d'avoir fait trop peu. De 1915 à 1919, j'ai publié un journal indépendant intitulé The Conservative, mais les circonstances m'ont depuis contraint à suspendre sa publication. J'ai participé à des projets d'édition coopérative, sans résultat très brillant. En tant que rédacteur en chef du United cette année, je m'efforce de publier un journal de la meilleure qualité possible, mais ne parviens guère à progresser en raison des contraintes quantitatives. Et bon, le reste, vous l'avez dans le PDF. Lorsque je suis entré dans le monde des amateurs, j'avais malheureusement l'illusion de pouvoir écrire de la poésie. Une illusion qui m'a éloigné de mes lecteurs à cause de mes vers longs et d'une monotonie affligeante. Un style désuet, démodé, a contribué à l'échec total de mes tentatives. Mais vous savez que cette question-là de Lovecraft se dévaluant lui-même, ça le poursuivra jusque dans même sa façon de faire circuler les manuscrits plus tard des fictions les plus hautes. C'est un des points, je dis pas, il a raison, il a pas raison, je dis, cette tendance à se dévaluer soi-même, c'est quelque chose qui, pour nous, doit être important, y compris dans qui se met à écrire, qui écrit. Et est-on capable de reconnaître ça qui se passe à travers vous et qui est plus fort que vous? Depuis que je suis sorti de mes illusions poétiques, j'ai été presque aussi malheureux en suivant mon penchant naturel pour la fiction fantastique, imaginative. Je me suis à nouveau heurté à un genre qui intéresse peu la majorité. Heureusement, il y aura Weird Tales qui se basera, qui créera une communauté sur cette question du genre fantastique et surnaturel.
mais dans le United Amateur, publier là des textes comme Dagon, comme The Outsider, l'étranger, c'est se couper même de la communauté qui vous offre la possibilité de ce partage. La clique de Cleveland qui cherche par le ridicule à me chasser de la presse amateur est largement compensée par n'importe lequel des gentlemen que je viens de citer. Il est impossible d'exagérer car le journalisme amateur m'a offert le monde dans lequel je vis, de tempérament nerveux, réservé, affligé d'une aspiration qui dépasse de loin mes capacités. Je suis un inadapté typique dans le vaste monde des entreprises, singulièrement incapable de tirer du plaisir des activités ordinaires. En 1914, lorsque la main bienveillante de l'amateurisme m'a été tendue pour la première fois, j'étais aussi proche de l'état végétatif que n'importe quel animal. Peut-être pourrais-je être comparé à l'humble pomme de terre dans sa quiétude souterraine et isolée. Et la fin, après tout, ces remarques constituent davantage une confession qu'une déclaration, car elles sont le témoignage d'un échange très inégal dont je suis le gagnant. Ce que j'ai donné au journalisme amateur est malheureusement peu. Ce que le journalisme amateur m'a donné, c'est la vie elle-même. Alors et maintenant, évidemment, le New York Times. New York Times, on est donc dimanche, ça veut dire que Lovecraft, de toute façon, pour 5 cents, c'est un équilibre pour le New York Times, même là, avec tous les suppléments, avec l'épaisseur et tout ça, c'est un équilibre de budget global. Et évidemment, Lovecraft, sans cesse, quand il s'agit de suppléments littéraires, il l'achète. On a plusieurs sections, et c'est marqué section 1, donc là c'est le journal, j'allais dire ordinaire. Et de quoi ça parle? Eh bien, encore de la canicule à New York. La canicule vient de tuer 67 personnes à New York et dans les boroughs environnants. Et ce qui concerne la canicule, on va le décliner. Par exemple, le président Coolidge s'en va dans le nord-ouest. Oh, président, vous allez voyager dans cette chaleur? Eh bien oui, parce que dans la voiture, on lui a installé des petits ventilateurs électriques. Et le président Coolidge va quand même pouvoir aller dans le nord-ouest, à Detroit ou je sais pas où, avec sa voiture et son petit ventilateur électrique. Quel courage, quelle grandeur, président Coolidge. Et devant la mairie de New York, devant le City Hall, il y a une grande fontaine. C'est vrai que les gamins, mais ouais, il fait plus de 50 au soleil, il fait 34 ou 38 en Celsius, 92 en Fahrenheit. Et les gamins ne peuvent pas résister. Les gamins plongent dans la fontaine. Les gendarmes, la police, tout le monde se prépare à intervenir. Monsieur Allen, le maire de New York, du haut de sa grandeur et du haut de tous les étages du City Hall, fait transmettre très vite le message suivant. Laissez les petits enfants se baigner. Et même on leur installe dans les coins populaires des petits jets d'eau. Mais on nous fait bien sentir que, à condition exceptionnelle, on peut avoir un geste de tolérance condescendant pour ces enfants qui n'ont même pas accès à quoi que ce soit d'autre, ni à la plage, ni à la piscine. Alors si on se balade dans le journal, par exemple ça, moi, c'est on va tous les jours. Hier j'en ai lu une partie, mais on l'a aujourd'hui, on va la voir demain. Le journal fait toujours état par ordre alphabétique. Herbert Most, Joseph Nelson, Ellen Knowlton, Daniel Perry, Mrs. Mary Ray, Donald Sharp, avec l'âge, l'adresse et les circonstances de la mort. Le grand dirigeable, Los Angeles, dont on entend parler si souvent. Impossibilité de décoller, il fait trop chaud. Un vieux marin qui connaît sa météo par cœur, prédit que si c'est comme ça le mois de mai, c'est que juillet et août vont être froids. Ça vous console? On ne sait pas, mais en tout cas, voilà, on a ça dans le journal.
Et depuis janvier qu'on a commencé, chaque dimanche pour eux, samedi pour nous, on fait un tour dans ce New York Times Book Review, puisque évidemment eux en sont, c'est comme quelque chose d'obligatoire, et c'est tout, ça se discute pas. Voilà ce Edwin Markham qui lui a fait un poème en mémoire d'Edgar Poe. Ça aussi c'est une légende, de dire ouais, en France nous Edgar Poe via Baudelaire, tandis que les Américains, non, Edgar Poe c'est quand même au centre là, de l'héritage américain. Les mémoires d'un chien de mer, les mémoires d'un grand capitaine de la anglais, les problèmes d'assimilation raciale aux États-Unis, un essai. Je pense pas que Lovecraft l'ait lu, il avait son point de vue déjà fait. Un livre sur H.G. Wells, un autre sur Bernard Shaw. Oui, on se fabrique des figures tutélaires. Une semi-fictional biography, maintenant on dirait un biopic, un roman biopic, tiens, sur la vie de Chopin, oublié. Et là, moi, j'ai grand plaisir de retrouver mon Samuel Johnson en défense du docteur Johnson, puisque vous savez que on a là la vie de Samuel Johnson par James Boswell. Il faudra bien que je finisse par faire une vidéo sur le régal que c'est. Je m'étais trompé, je me disais, ouais, j'avais adopté le point de vue du copain Kenneth Carl Smith, qui dit toujours, c'est un livre qui est fascinant parce que personne ne le lit en entier, mais n'importe où qu'on l'ouvre, on a la même fascination et le principe du livre se dévoile en entier dans chaque phrase. Ouais, mais quand tu le lis... intégralement du début à la fin, eh ben, il y a aussi un sacré plaisir. Et ce qu'il nous dit là, c'est que ouais, Johnson, on en fait un vieux ronchon qui parle uniquement, mais ses écrits, on les laisse de côté. On sait qu'il a fait un dictionnaire, on sait qu'il a fait une édition critique de Shakespeare, mais c'est un cas qui est étrange. C'est-à-dire que Boswell rédige une vie de Samuel Johnson qui lui-même a passé sa vie à faire des vies de Pope, vie de je sais plus qui encore, vie de poètes anglais, de Addison, de Swift, Pope, je l'ai dit, Butler et Cowley, Milton. Et puis ça aussi, moi, c'est seulement maintenant, là, 72 ballets, que je découvre cette magnifique compilation, c'est aux éditions du Cendre de Samuel Johnson, vie des poètes anglais. Et ben, cet article du Times ne dit rien d'autre. Il faut lire Samuel Johnson et pas se contenter de lire la vie de Johnson par Boswell. Vous savez que ce Johnson il était affecté d'un syndrome que maintenant on sait nommer, mais qu'on ne sait toujours pas traiter. Des difficultés d'élocution et de temps en temps des mouvements de gestes totalement incontrôlables et incontrôlés. Bon, mentalement, ça n'a aucune conséquence, mais tout ce qui fait la légende aussi de Johnson, et en particulier réimposée par Boswell, c'est que ce type vit là avec cette infirmité qu'il fait prononcer des choses incohérentes tout seul, alors que non, ça n'a rien à voir. Il faut un Français chaque fois. Ben oui, là on va prendre Guillaume Budet, et si on continue, oui, c'est toujours énorme. On a une publicité pour une publication intégrale de 200 nouvelles de Maupassant. C'est juste un petit peu curieux parce que Lovecraft et ses amis connaissent Maupassant, comme Gautier, comme Huysmans, par des traductions de Edgar Saltes, un auteur qu'il révère. Et là, ben, on sort une édition nouvelle de Maupassant, intégrale, mais est-ce qu'on vous dirait le nom du traducteur? Non, c'est pas encore dans les mœurs, mais ça aussi, vous voyez comme ça peut être important. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mais et lui, il continue de travailler sur l'United Amateur. Ben, demain, on recommence, non? D'accord?